Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver sur Easy Training. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le monde du cloud et du DevOps. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant, en l'occurrence, Kubernetes est-il vraiment multi-cloud, mythe ou réalité? Si ce sont des sujets qui vous intéressent les amis, je publie chaque jour des articles, des vidéos autour de ces thématiques cloud et DevOps. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Easy Training et également sur nos pages LinkedIn Easy Training et Diran Tafen où on publie constamment des offres de formation gratuites qui ont lieu chaque semaine sur ces divers sujets. Et sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet. Avec la popularité des microservices, l'utilisation de conteneurs et l'utilisation en effet d'orchestrateurs de conteneurs, en l'occurrence Kubernetes, on s'est dit qu'on pouvait en effet avoir une couche agnostique qui permettrait à une application d'être déployée sur n'importe quel cloud provider. Qu'est-ce que ça signifie? Là, j'ai pris l'exemple d'EKS, AKS et GKE. Donc, imaginons on est les trois cloud providers ici. Voilà. Et ensuite, on a la couche Kubernetes. Donc, éventuellement, ici, on a du K8s. Ici également, on a du K8s. Et ici, on a du K8s. Très bien. Le but pour les entreprises, c'était d'être capable, par exemple, si elles ont des workloads qui tournent ici, de pouvoir en effet facilement les redéployer ici, parce qu'en effet, c'est une couche commune qui est Kubernetes. Donc, Kubernetes, c'est pour ça qu'on dit que souvent c'est un outil cloud natif, parce qu'il permet globalement de pouvoir déployer et migrer des applications, par exemple d'un environnement on-premise vers le cloud. Alors, ça c'est la théorie les amis. La théorie voudra en effet que nous puissions déployer les applications sur un cloud provider, en l'occurrence AWS, sur un cluster Kubernetes managé par nous ou directement par AWS, je voulais dire, et que l'on puisse, en un claquement de doigts, pouvoir migrer l'application sur de l'Azure ou encore sur du GCP, du Google Cloud Platform. Ça, en effet, c'est la théorie. C'est faisable, mais il faut savoir qu'il y a quelques contraintes qui font en sorte que ce n'est pas forcément aussi évident de passer d'un univers à l'autre et même de l'on-premise vers le cloud. Et je vais vous expliquer quels sont les éléments que vous devez prendre en compte pour mieux cerner cet aspect multi-cloud ou cloud agnostique que l'on vend derrière l'utilisation de Kubernetes. Pour mieux comprendre ce principe de transportabilité de nos applications sur divers environnements, il est important de prendre un exemple simple. Je vais prendre le déploiement d'une application comme WordPress. Donc, imaginons on a un cluster Kubernetes, là, et on veut déployer une application WordPress. Je vais faire vraiment un design assez simple pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas utiliser des objets compliqués pour embêter tout le monde. Non, je vais prendre des objets simples. Du coup, pour déployer WordPress, il nous faut un back-end et un front-end. Un front. Pour déployer le back-end, je peux utiliser un objet de type deployment ou alors un objet de type statefulSet. StatefulSet. Bien. Et du coup, je pourrais avoir un ou plusieurs réplicas de mon application, donc MySQL. Ensuite, pour exposer mon application pour que le front-end puisse le consommer, je vais utiliser un service de type cluster IP qui va ensuite load balancer le trafic sur les pods de mon application. Ensuite, j'aurai le front-end. Le front-end peut en effet utiliser, vu que c'est une application de type stateless, il peut utiliser un deployment avec plusieurs réplicas de WordPress. De l'application WordPress. Très bien. Ensuite, pour que le front-end en effet puisse discuter avec le back-end, du coup, il va interroger directement le service de type cluster IP. Et pour pouvoir accéder au front-end, qu'est-ce qu'on va utiliser? Généralement, on va mettre en place ce qu'on appelle un ingress. Une ingress rule qui, globalement, va être exprimée par un service de type load
balancer qui a été créé par l'ingress controller. Donc globalement ici on aura un ingress qui permettra en effet de pouvoir se connecter du coup au service de type cluster IP qu'on va mettre ici en place, parce que la bonne pratique en effet c'est de mettre ici un service de type cluster IP et ensuite de configurer l'ingress pour que en fonction de l'URL qui a été tapée dans le navigateur, du coup on puisse accéder à notre application. Donc on a globalement deux deployments, deux services, un ingress. On peut même rajouter pour des questions de sécurité un secret qui permettra en effet de partager cette information sensible là. Et on peut également rajouter un aspect persistance avec des PV et des PVC. Ça aussi c'est une possibilité. Mais je ne veux pas entrer dans trop de détails d'architecture d'application. Ce n'est pas l'objectif. Donc voilà l'application qui a été designée, en l'occurrence WordPress. Et notre but en effet c'est de pouvoir par exemple migrer cette application là. Ce qui se passe souvent en entreprise, c'est qu'on va en effet déposer l'ensemble des manifestes sur un Git par exemple. Sur un Git où on aura les différents manifestes qui permettent de produire ceci. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez les manifestes, vous pouvez aller par exemple sur un autre cluster Kubernetes et vous faites simplement un kubectl apply. Donc vous appliquez les manifestes que vous avez déployés par exemple en on-premise, vous les appliquez, ils seront connus. Mais attention, ils ne seront pas tous connus. Environ 90% des objets Kubernetes, en effet, sont compréhensibles sur AKS, sur EKS, sur GKE et même sur du Kubernetes natif. J'ai bien dit 90%. Maintenant, vous avez un 10% qui est lié à votre cloud provider. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'étais en coaching en fait avec un de mes étudiants qui prépare la certification Kubernetes et qui est en entreprise. Et du coup, il m'a posé en fait cette question-là. Est-ce que les manifestes sont transportables de cette façon-là? Non. Des fois sur un outil manager, je prends l'exemple de AKS, vous pouvez avoir un ingress controller qui est par exemple l'ingress controller de EKS. Je crois qu'il s'appelle l'ALB. Un truc dans ce genre, l'ALB. Et donc, lui, c'est l'ingress controller que EKS met en place pour permettre l'accès aux applications depuis l'extérieur. Même si on pourrait éventuellement utiliser d'autres solutions. Mais c'est celle native qui est supportée et qui permet de permettre l'accès depuis l'extérieur. Ça veut dire que si vous avez écrit un manifeste Kubernetes, potentiellement, vous avez utilisé des annotations dans ce manifeste-là qui font appel à des ressources intrinsèques au cloud provider. Et c'est ça souvent le problème. Les distributions managées sont bien parce qu'elles permettent de prendre partie de l'écosystème cloud. C'est bien. Mais en même temps, ça nous enferme aussi dans l'utilisation forcément du cloud provider. C'est pour ça que les migrations d'une application d'un cloud provider à un autre étaient difficiles. Avec Kubernetes, c'est un peu plus facile, mais attention à certains objets qui seraient spécifiques à un cloud provider ou alors à certaines annotations ou champs qui seraient spécifiques à un cloud provider. Mais dès que vous avez en effet résolu ce problème-là, votre application peut être migrée d'un cloud provider à l'autre. Donc, si vous savez identifier dans vos manifestes les spécificités qui sont liées au cloud provider ou à la distribution, parce que ça peut être valable en on-premise sur du VMware Tanzu, la distribution VMware de Kubernetes. Ça peut être également le cas avec cette distribution-là. Donc, globalement, l'objectif c'était de vous montrer en effet qu'il faut prendre des précautions lorsqu'on dit que Kubernetes est multi-cloud. Quand vous vendez cela, c'est vrai, mais pas toujours, parce qu'il y a en effet quelques éléments à prendre en compte et qui peuvent amener à ce qu'il y ait une charge de travail en plus pour migrer ces 10%-là pour qu'ils soient compatibles avec un autre cloud provider. Si vous avez des questions, s'il y a des aspects que j'ai évoqués ici que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez que je parle de sujets bien spécifiques, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez également vous former sur ces différents technos, je vous explique comment le faire dans la vidéo suivante. Si vous souhaitez monter en compétence sur les technologies dont j'ai parlé tout à l'heure, nous organisons un bootcamp en mars 2021. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, dans les commentaires, qui présente un peu le programme de ce bootcamp-là pour vous aider à apprendre en 3 mois comment vous mettre au DevOps, comment découpler une application, containeriser l'application, déployer l'application à l'échelle et pouvoir également déployer cette application même dans le cloud en automatisant via un pipeline CI/CD. C'est vraiment une formation qui a fait ses preuves.
Vous verrez les témoignages de personnes qui actuellement travaillent en entreprise et qui partaient de zéro. Donc, vous avez toutes les informations dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de nous mettre un like en dessous de la vidéo et de partager à votre réseau sans oublier de vous abonner. Oui, abonnez-vous les amis. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.